Bonjour à toutes et tous. Je ne vais pas être très longue. Je voudrais tout d'abord commencer par vous saluer un bon début de semaine, vous souhaiter un bon début de semaine et surtout proposer à ma collègue Sabrina Sebaï de prendre la parole. Sabrina, parce qu'elle a eu l'outrage d'avoir une position qui est celle des écologistes, à savoir de défendre une relation apaisée entre la France et l'Algérie, de dire que la diplomatie ne doit pas être un jeu de politique intérieure ou de jeu électoral, pire, de jeu de primaire interne, eh bien, depuis quelques jours, connaît depuis quelques jours des menaces, des insultes qui sont racistes, xénophobes, sexistes, tout ce que vous voulez. Et au nom du groupe écologiste et social, je lui témoigne l'entièreté des soutiens des membres de notre groupe, un plein soutien parce que ce qu'elle connaît nous touche toutes et tous. Ça touche aussi des millions de compatriotes qui ont une relation avec l'Algérie. Tu en parleras bien mieux que moi. Elle est vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie. Donc c'est aussi l'institution qui est insultée, menacée. Et donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa, et puis merci bien sûr à tout le groupe qui a tout de suite réagi très vite. Alors effectivement, depuis l'annonce de cette vice-présidence du groupe d'amitié France-Algérie, en fait, il y a un déversement de messages auxquels, à vrai dire, je ne m'attendais pas, parce que c'est vrai que bon, quand on parle de l'Algérie, généralement, c'est très irrationnel en réalité. Et j'avoue que systématiquement que j'ai pris la parole sur l'Algérie, que ce soit au moment de la résolution du 17 octobre 61 ou à d'autres moments, ça s'accompagnait régulièrement de lettres de menaces de mort ou de messages de ce niveau-là. Mais cette fois-ci, je dois avouer qu'on a atteint un niveau qui n'a jamais été égalé, puisqu'en moins de 24 heures, j'ai reçu plus de 1000 messages d'insultes, de tout et n'importe quoi. Et ça continue depuis, avec un mélange de plein de choses. Entre-temps, il y a eu une interview qui a été donnée pour rappeler les positions sur la volonté du groupe écologiste de retourner sur de la diplomatie et une relation apaisée entre la France et l'Algérie, qui a donné lieu à une réponse du ministre de l'Intérieur qui a envenimé encore les choses, puisque ça a repris en fait dans le week-end sans discontinuité depuis. Et avec, bien sûr, dans tout cela, des accusations qui sont graves pour une grande partie d'entre elles, puisqu'on m'accuse d'être un agent d'Alger, d'être une colombe, d'être une traître à la nation, et j'en passe, avec des menaces de mort qui vont avec. Et ça fait plusieurs jours maintenant que ça dure. Donc, ce que je disais, c'est que j'espère que ça va s'apaiser, puisque l'objectif de ce groupe d'amitié est bien de travailler justement à restaurer un dialogue qui est pour l'instant totalement rompu avec l'Algérie, que ça impacte des millions de nos compatriotes. Moi, je suis, vous le savez, députée à Nanterre et sur Aisne. Et Nanterre, il y a une histoire particulière avec l'Algérie, parce qu'on y a accueilli les bidonvilles de Nanterre, que la date du 17 octobre 61, il résonne très fortement, il y a un écho. Et ce qui revient globalement, c'est que en fait, tous ces binationaux, tous ces Algériens, en fait, n'en peuvent plus de ces débats, n'en peuvent plus d'entendre parler d'Algérie de manière négative du matin au soir sur les plateaux télévisés. Ils ne demandent qu'une chose, c'est à vivre tranquillement, comme ils l'ont fait depuis de nombreuses années pour une grande partie d'entre eux. Et donc tout ce climat qui est totalement délétère aujourd'hui, qui ne permet plus de prendre la parole sur ce sujet, rend le travail extrêmement difficile pour nous en tant que députés, mais rend la vie infernale aussi pour une grande partie de nos concitoyens. Donc on invite bien évidemment certains membres du gouvernement à faire preuve d'un peu plus de mesure dans les propos qu'ils tiennent. J'espère qu'ils vont l'entendre, et à permettre à ce que ce travail serein puisse reprendre son cours comme ça devrait être le cas normalement. Je vous remercie. Merci beaucoup. En 2 minutes, vous parlez aussi du travail serein qu'on aimerait pouvoir mener, notamment 2 textes qui sont importants cette semaine. Le premier, porté par Marie Pochon, sur la publication des cahiers de doléances qui sont consignés depuis 2019 et je crois qu'on en parle depuis de nombreuses années. C'est peut-être le moment où on va enfin avoir une issue positive à ce que Marie porte depuis son élection en 2022, c'est-à-dire qu'on puisse avoir notamment l'accès libre à ces cahiers de doléances qui montrent que l'intérêt des Françaises et des Français, c'est la transition écologique, c'est la justice sociale, c'est plus de démocratie, et c'est bien loin de ce qu'on entend sur les plateaux télé ou dans la bouche de certains ministres qui sont trop obnubilés pour leur sort en 2027 par rapport aux intérêts que portent vraiment les Françaises et les Français. Donc cette publicité des cahiers de doléances qui doit être aussi
matériau pour l'étude de professeurs de sociologie, de recherche, et que ça puisse aussi être mis à la disposition de celles et ceux qui font de la recherche dans ces matières. Et puis le deuxième texte, qui est également une proposition de modification du règlement de l'Assemblée nationale portée par notre collègue Sébastien Pétavy, pour mettre fin à une modalité de vote qui est le vote assis levé et qui est fortement exclusif, notamment 20 ans après l'adoption de la loi qui porte sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Nous devons aussi mettre à jour notre règlement de l'Assemblée nationale. Moi, je veux rendre hommage à tout le travail qu'a fait Sébastien Pétavy depuis son élection, depuis 2022, pour rendre cette institution inclusive pour les personnes notamment en fauteuil, mais pas que, parce qu'il a en réalité bougé pas mal de choses au sein de l'institution. Tout n'est pas encore parfait, mais grâce à sa détermination et je l'espère le soutien de l'ensemble de ses collègues écologistes et sociaux, nous avons réussi à faire bouger les choses. Et aujourd'hui, ce sera le règlement de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas que symbolique, c'est aussi une démarche pour dire que ce mandat, le mandat de député, il doit être ouvert à toutes et tous. Voilà, peut-être si vous avez des questions. Et je crois qu'il y a un micro qui doit circuler, puisque maintenant, c'est sur YouTube. Oui, Serge Faubert, Pure Politique. J'ai une question, puisqu'il semble que dès qu'on évoque l'Algérie en ce moment, ce soit très éruptif. Je voulais savoir comment vous réagissiez à l'éviction de Jean-Michel Apathy pour avoir évoqué publiquement un épisode peu glorieux de la colonisation, c'est peu dire. Alors oui, effectivement. Alors moi, j'avais fait un petit message de soutien à Jean-Michel Apathy, parce que je trouve dommage que le débat des mots, en fait, n'ait pas permis d'aller sur le fond de ce qu'était la conquête coloniale. Et on sait, puisque les historiens ont énormément travaillé dessus, d'ailleurs, la commission mixte qui avait été mise en place entre la France et l'Algérie avait énormément avancé sur cette période de la conquête coloniale. Il devait rendre un document totalement finalisé justement sur cette période historique pour rappeler finalement ce qui s'était passé. Et je trouve dommage effectivement qu'on a été sanctionné Jean-Michel Apathy, qui a essayé d'amener ce débat, qui a essayé de remettre finalement au cœur de nos discussions actuelles ce qu'a été la colonisation, la conquête coloniale. Et je pense que sans parler de repentance ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que dès qu'on parle colonisation, dès qu'on parle un peu de cette partie de notre histoire, on nous oppose tout de suite la notion de repentance. Je crois que, et c'était Benjamin Stora qui le disait très bien, il disait mais le travail mémoriel n'a pas débuté entre la France et l'Algérie, il faut le commencer, parce qu'il n'y a que après avoir fait ce travail que nous pourrons réellement avoir une relation apaisée, d'égal à égal, et construire un futur commun. Donc voilà, je trouve dommage que toute cette polémique finalement autour de l'utilisation de cette comparaison, sur la comparaison, on le sait très bien, tout le monde n'est pas d'accord sur l'utilisation de ce comparatif, mais ça a au moins permis d'aborder cette question, parce qu'on parle souvent de la guerre d'indépendance, on parle très rarement de cette partie de l'histoire qui a été la conquête coloniale. Émilie Mellet pour l'Humanité. Je voulais vous interroger sur un autre sujet. Depuis la fin de semaine dernière, plusieurs ministres se succèdent pour proposer de mettre à contribution l'épargne des Français, notamment la réorienter pour financer l'effort de guerre en Ukraine. De l'argent qui sert pour le moment à financer notamment les logements sociaux et la transition écologique. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Bien, moi je suis assez inquiète puisqu'on a eu un Premier ministre qui nous a dit que la question du soutien de l'Ukraine ne devait pas se faire sur le dos du modèle social, et on voit que les premières propositions vont exactement dans le sens d'aller amoindrir notre modèle social. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il nous faut bien entendu aller chercher de l'argent pour pouvoir soutenir l'Ukraine, assurer une souveraineté et une indépendance de nos démocraties européennes face aux attaques russes qui sont présentes et auprès du continent européen aux frontières de l'Ukraine, mais aussi parce qu'ils essayent d'attaquer notre démocratie avec des stratégies d'influence. Il faut donc réfléchir de manière un peu stratégique. Nous avons tout d'abord à nous sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, aux intrants et aux engrais des Russes, puisque nous continuons d'une main à les financer leur effort de guerre, et de l'autre main de dire que nous souhaitons renforcer notre indépendance. Il faut déjà sortir de ces énergies fossiles, et pour l'instant,
Personne n'en a parlé, à part les écologistes, dans le débat public. La deuxième chose, c'est de mettre à contribution le capital des avoirs russes qui sont actuellement gelés. J'ai déposé avec de nombreux membres du groupe écologiste et social, mais aussi d'autres députés d'autres groupes, une proposition de résolution pour aller plus loin que ce qui est actuellement proposé. Actuellement, c'est d'aller chercher les intérêts de ces avoirs qui sont gelés. Nous devons aller chercher le capital. C'est possible en droit européen et ça doit être le fait d'un point de vue politique et moral. C'est aussi ce que demandent 140 prix Nobel et de nombreux économistes qui nous disent que c'est tout à fait possible. Et ensuite, sur la question d'aller chercher de nouvelles ressources. Bien, ces ressources, il ne faut pas qu'elles abîment notre modèle social, parce que notre modèle social, il est déjà si fragile, il connaît déjà des attaques, je le disais, du gouvernement russe qui cherche à influer aussi nos propres démocraties. Et donc, si nous le fragilisons, c'est aussi comme cela que nous rendrons de plus en plus fragiles à de nouvelles attaques russes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avons parlé de l'attaque Zucman, qui doit être une manière d'amener les plus hauts patrimoines à contribuer, les grandes entreprises aussi. On appelle à un patriotisme fiscal de celles et ceux qui nous disent à chaque fois la main sur le cœur qu'ils aiment la France, et bien qu'ils puissent le prouver désormais. Oui. Ah, non, pardon, monsieur, et après vous. Sur l'utilisation des avoirs russes, est-ce que votre position, c'est de les utiliser vers l'Ukraine pour aider l'Ukraine, ou est-ce que ça peut être aussi de les utiliser en France ou dans les pays européens pour développer des capacités de défense, par exemple, parce que je pense qu'on aura le débat demain dans l'autre résolution sur l'Ukraine qui sera examinée. Et ça n'a rien à voir, mais sur Paris-Lyon-Marseille, je crois que vous êtes chef de file, ou en tout cas, vous avez déposé pas mal d'amendements dessus. Qu'est-ce que vous attendez de cette proposition de loi? Vous avez l'air assez contre, puisque vous déposez un amendement de suppression du premier article. Alors très rapidement, c'est d'abord sur le soutien, le capital des avoirs russes, il doit être destiné dans une perspective aussi de répondre à une injustice qui a été faite, notamment à un acte illégal, et pour rester dans les clouds du droit international, puisque c'est tout à fait possible de le faire, il faut d'abord que ce soit à destination de la réparation, et donc à destination de l'Ukraine, et du soutien au peuple ukrainien. C'est dans ce cadre-là que nous serons en capacité de pouvoir saisir ce capital des avoirs russes gelés. Sur la loi Paris-Lyon-Marseille. En fait, moi je reprends une expression d'une amie qui me dit c'est ni FNAF, ni fini à faire. Parce que ça fait 2 ans que Sylvain Maillard travaille, soi-disant, sur une proposition de loi qui nous permet d'avoir un scrutin direct du conseil municipal. Attention, c'est pas du maire, aucun maire n'est élu au suffrage universel direct. Hein. C'est du conseil municipal chargé d'élire la maire ou le maire de Paris, de Lyon et de Marseille. Et donc ça fait 2 ans et il y a plein d'effets de bord dans cette proposition, la question de la gouvernance, la question du statut de l'élu, la question du nombre d'élus, la manière dont on assure une représentativité de l'ensemble du conseil municipal. Et tout d'un coup, tout le monde se réveille en se disant « Ah mais zut, on n'avait pas vu tous les effets de bord ». Moi, je trouve ça un peu dommage. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai déposé avec les membres de la commission des lois des amendements de suppression, mais aussi des amendements qui disent ayons le débat. Ce débat d'avoir un suffrage plus direct du conseil municipal, les écologistes n'y sont pas opposés. Par contre, il faut l'avoir de manière beaucoup plus sérieuse en intégrant les choses. Je vais vous dire, et c'est une Parisienne qui vous dit ça, c'est une loi faite par un Parisien pour des intérêts parisiens. C'est la seule raison pour laquelle cette loi est actuellement à l'ordre du jour, entre une proposition de loi sur le narcotrafic et la manière dont on doit aller chercher des ressources nouvelles sur la question de l'Ukraine. Je trouve ça un peu bizarre. Oui, Marie-Bénédicte Allaire de RTL. Selon Le Monde, le gouvernement prépare un décret pour remettre en cause une des mesures de la loi Egalim, à savoir l'interdiction des contenants alimentaires en plastique dans la restauration collective. Alors, est-ce que les parlementaires ont été saisis de ça, puisqu'il s'agit d'une mesure qui a été votée par les parlementaires? Et est-ce que vous allez monter au créneau là-dessus? Mais bon, visiblement, vous n'êtes pas au courant. C'est un papier du Monde d'aujourd'hui. Non. Mais alors, je peux vous dire mon expérience en tant qu'ancienne adjointe à la restauration collective dans le 18e arrondissement de Paris, c'est que c'est une avancée, la sortie du plastique dans la restauration collective. C'est une avancée pour réduire les déchets, mais aussi pour la santé publique. Et donc, si tel est le cas, ça irait dans un très très mauvais sens, et surtout dans un mauvais sens parce que les collectivités territoriales ont fait les investissements nécessaires pour pouvoir suivre les recommandations et tout ce qui est inscrit dans la loi Egalim. Donc franchement, déjà qu'on met les collectivités territoriales à l'amende avec un budget extrêmement serré, si en plus on leur demande de faire marche arrière, ça ne va pas fonctionner. Merci.